X-Files, Christian Page, bonsoir. Salut Yannick. Passez une belle semaine? Oui, plutôt. Écoute, la température était un peu de notre bord. On dirait qu'on avait une rallonge de l'été. Christian, même si techniquement l'été n'est que le 21 septembre, là, mais c'est vrai qu'en cette période de début du mois de septembre, c'est une température particulièrement clémente. Je tiens à te féliciter, cher ami. Oui, pour? Parce que tu as fait exploser le site Internet de Radio X. Ah, ben alors, écoute, c'est une félicitation que je prends et que je te renvoie aussi. Parce que l'émission a été mise en place vendredi, le 7 septembre. C'était notre première. Et juste pour te dire, d'habitude, pour ce qui est des podcasts, là, en moyenne à Radio X, un podcast là qui fonctionne bien pour un podcast de 30 minutes, là, exemple, ben c'est entre 1000 et 2000 téléchargements. Et nous, pour notre émission de 2 heures, on a défoncé le 7100 téléchargements. Et juste pour te dire, sur le site Internet de choix, c'est complètement gelé à 5500 ou 5600. Puis on continue de monter encore. Donc, c'est tout à ton honneur, cher ami. Et merci beaucoup aux auditeurs de participer. Oui, bien sûr. Merci aux auditeurs, mais merci aussi à toi, Yannick, parce que, faut pas se le cacher, on l'a mentionné d'ailleurs lors de la première émission, d'avoir amputé comme ça ta semaine d'un vendredi pour pouvoir permettre la mise en place de cette émission et que je te retrouve comme ça chaque semaine. Ben, c'est une félicitation que je prends, mais que je prends pour nous deux aussi, là. Si ça fait plaisir aux auditeurs, ça me fait plaisir. Parfait. Ce soir, on va recevoir 2 personnes que tu connais très bien, Jean-François Cloutier de tvquebec.com et Dr Régis Ollery, c'est bien ça? Voilà. Et donc, dans le cas du docteur, Jean-François va faire une chronique cinéma. On en a parlé un peu la semaine dernière. Donc, on a présenté un peu l'ensemble de nos chroniques qui vont revenir de manière, là, toutes les 3 ou 4 semaines pour chacune d'entre elles. On va en avoir 5 ou 6 de ces chroniques. Donc, 2 par émission. Et, donc, aujourd'hui, Jean-François Cloutier va se charger de nous parler de ce qui se prépare sur le grand écran et sur le petit écran, là, donc, autant au niveau cinéma qu'à la télévision. Donc série ou film qui touche le domaine du paranormal. Et comme tu l'as mentionné, Jean-François est un peu l'administrateur d'un site qui s'appelle tvqc.com, qui est un peu la référence au Québec lorsque l'on parle cinéma, télévision. Donc ça me fait plaisir de l'accueillir ce soir. Et dans le cas de Régis Ollery, écoute, c'est un bon ami à moi, je le connais depuis des années, on a fait plusieurs trucs ensemble. Il est professeur d'anatomie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc c'est un médecin, mais il a un petit côté particulier. Comme médecin, il s'intéresse beaucoup aux phénomènes paranormaux et en particulier lorsqu'il y a des phénomènes, disons, d'ordre clinique. Évidemment, avec son bagage scientifique, il peut analyser ça d'une manière plus objective. Et ça me fait plaisir parce que ce soir, et là, on l'annonce pour les gens qui nous écoutent, dans la 2e heure de l'émission, nous allons aborder un cas typique de possession diabolique. Ce cas-là est celui d'Anneliese Michel, qui s'est produit en Allemagne au milieu des années 70, qui d'ailleurs, on fête en septembre de cette année, on fête le 43e fêter est un bien grand mot. Là, on souligne plutôt le 43e anniversaire de ce rituel d'exorcisme qui s'est poursuivi pendant plusieurs mois. Donc, c'était en septembre 1975. C'est un peu notre éphéméride de la soirée. Et donc, on va parler de ce cas d'Anneliese Michel et le docteur Ollery va se joindre à nous justement pour parler sur le plan clinique. Est-ce qu'il s'agit réellement d'un phénomène de possession diabolique inexplicable ou est-ce qu'on est en présence ici de troubles limites de la personnalité? Est-ce qu'il y a des pathologies médicales qu'on peut essayer d'associer au comportement de cette jeune femme qui disait être possédée par le diable? Alors ça promet, c'est dans la 2e heure, donc restez avec nous là, les gens qui nous écoutent sur la route là, une fois arrivés à la maison, le syntoniser Radio X pour cette 2e heure sur la possession diabolique et typiquement sur le code de l'exorcisme d'Anneliese Michel. On fait tirer un livre de l'enquêteur du paranormal ce soir et il y aura une question. Ouais, c'est ça. Donc, comme on parle d'Anneliese Michel, et on va le mentionner également dans la 2e heure, mais je tiens à souligner pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire, peut-être la connaissez-vous un peu par la bande, si vous avez vu le film L'exorcisme d'Émilie Rose. C'est un film qui date de mémoire, je crois, c'est de 2012, et ce film reprenait dans les grandes lignes l'exorcisme d'Anneliese Michel, qu'il plaçait de manière plus contemporaine et qui le plaçait aux États-Unis, alors que dans la réalité,
L'exorcisme d'Anneliese Michel s'est produit en Allemagne, dans la région de la Bavière. Donc, ce film, Exorcisme d'Émilie Rose, avait été l'une des thématiques que j'avais traitées dans mon livre L'enquêteur du paranormal. C'est ça, donc L'enquêteur du paranormal au cinéma. Et il y avait un volet, il y avait le volet bien sûr qui décrivait le film, un peu les circonstances du film, mais également un volet qui racontait la véritable histoire d'Anneliese Michel derrière le film. Donc, on va faire tirer ce livre-là. Et soyez attentifs, notre question piège, c'est en quelle année est décédée Anneliese Michel. On va le mentionner à quelques reprises durant la soirée, donc soyez à l'écoute, soyez vigilants, et ça sera à toi, Yannick, de déterminer qui sera notre gagnant selon le médium que tu voudras utiliser. Oui, on va pousser notre page Facebook, si tu le veux bien, Radio X-Files, qui est l'endroit où on va mettre toute l'information que toi, tu nous fournis concernant certains dossiers. Oui, absolument. Donc, juste à m'écrire dans l'onglet message, là, sur la page Facebook Radio X-Files, écrivez la réponse, puis je vais vous contacter si jamais c'est vous qui gagnez le livre de l'enquêteur du paranormal. Excellent. Ça te va? Ça me va très bien. Hey, j'ai fait des recherches sur toi cette semaine. Vas-y. Je vais taper Christian Page. Là, je suis tombé sur des sites de complotistes puis de gens qui disent, mais ouais, il fait partie de la gang, il est engagé par le gouvernement. C'est un reptilien ou un Illuminati. J'ai vu tout ça. Puis j'ai regardé le type de complot qui revient constamment et je trouve ça particulier. Hein. Il y a des gens qui croient encore que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune. Oui, absolument. Il y a des gens qui croient que les attentats du 11 septembre, qu'on se rappelait il y a de ça quelques jours. Il y a des gens qui croient que c'était une inside job. Il y a des gens qui croient que le sida, c'est un virus qui a été créé en laboratoire pour limiter le nombre de personnes sur Terre. Il y a des gens, et celle-là, je la trouve pas pire, parce qu'on est rendu quand même en 2018, là, il y a des gens qui croient encore que la Terre est plate. Oui, et c'est incroyable cette histoire-là de la Terre plate. C'est un phénomène qui connaît de plus en plus d'adhérents. C'est-à-dire qu'on croyait, depuis l'Antiquité, on sait que la Terre est ronde. Ça a été une information qui était un peu perdue durant le Moyen-Âge, mais il faut quand même le savoir. Hein? Les Grecs savaient que la Terre était ronde. Et puis, ce savoir-là, avec le siècle des Lumières, la connaissance, l'avènement de la science, disons, cartésienne, on croyait que ce phénomène-là, cette croyance un peu dépassée, qui disait que la Terre était plate, c'est vrai que ça avait été un peu balayé du revers de la main. Et jusqu'au 20e siècle, au début du 20e siècle, bien sûr, il y avait des petites communautés, il y avait même une société, la Flat Earth Society, qui était née aux États-Unis, qui faisait un peu la promotion de cette idée que la Terre était plate. Mais ça demeurait un phénomène excessivement marginal. Et puis voilà que depuis quelques années, on voit une recrudescence au niveau de cette croyance et des gens qui défendent cette vision de la Terre plate sur des sites, par exemple YouTube ou Internet. Ils ont leur propre page web et ils y vont évidemment d'arguments qui sont tout à fait fantoches, qui tiennent pas la route 2 secondes devant des scientifiques ou des physiciens. C'est vraiment du n'importe quoi. Et ces gens-là, bien sûr, ce que l'on constate, c'est qu'ils ont une très mauvaise connaissance de la physique, une très mauvaise connaissance de l'astronomie, et ils espèrent que les gens qui liront leur diatribe n'en sachent pas plus que eux sur ces phénomènes de physique ou d'astronomie. Donc, c'est un peu la promotion de l'ignorance. Hein. J'hésitais à dire le mot, mais c'est un peu ça quand même. On fait ici la promotion de l'ignorance. Et c'est amusant parce que cette histoire-là de la Terre plate ou des théories du complot, ça m'amène parce qu'on va essayer de se faire à chaque début d'émission comme ça un petit survol de quelques nouvelles insolites qui ont marqué la semaine. Et c'est amusant parce que justement, cette semaine, il y a un article qui a été publié concernant justement cette croyance des théories du complot. Et ce qui est assez étonnant, d'abord, je tiens tout de suite à préciser, parce que là, les gens diront, ouais, mais Christian Page dit qu'il n'y a pas de théorie du complot, mais que dire, par exemple, de l'Iron Gate ou du Watergate? Là, il faut absolument faire une précision, Yannick. C'est que je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot. Au contraire, des complots, il y en a tous les jours. Il y en a dans le monde financier, que ce soit 2 individus, par exemple, parce que d'abord, un complot, il faut savoir un peu faut s'entendre sur une définition. Un complot, c'est plusieurs personnes ou des groupes de gens qui vont faire un peu des messes basses, qui vont faire un peu des échanges entre eux, et ça dans le but de commettre un geste ou une action immorale ou illégale. Donc, tu comprendras que 2 individus dans le domaine de la politique qui décident finalement de détourner des fonds de l'État pour les envoyer dans des comptes offshore
Nord, en Amérique du Sud ou en Europe, ben c'est un complot. Ces gens-là complotent pour mettre de l'argent dans leur poche. 2 personnes, par exemple, qui sont liées au monde interlope, qui décident entre eux de se débarrasser d'un rival qui est un peu gênant, c'est un complot. Des complots, il y en a dans toutes les sphères de l'activité humaine et il y en a au quotidien. Mais ces complots-là n'intéressent pas les théoriciens du complot ou les complotistes. En fait, ce qui intéresse les complotistes, c'est ce qu'on pourrait appeler les super complots. Parce que la plupart des complotistes ont même jamais entendu parler du Watergate ou de Larrengate, ils savent même pas ce que c'est. Ce qui les intéresse, comme je l'ai mentionné, ce sont les super complots. Et quels sont ces super complots? Nous ne sommes pas allés sur la Lune, la Terre est plate, le monde est dominé par une société secrète qui s'appelle les Illuminati, les gouvernements mondiaux ont orchestré un système ou un mécanisme d'épandage de gaz toxiques qu'on largue à partir des avions en faisant croire que c'est des traînées de condensation. Tu l'as mentionné aussi, le World Trade Center, dont on soulignait le 11 septembre dernier, le 17e anniversaire, puis là je dis souligné de bien triste mémoire, aurait été une action orchestrée par le gouvernement de l'époque, le gouvernement de George Bush, tout ça pour justifier une guerre contre le terrorisme et le Moyen-Orient. Donc ce sont ces super complot, il faut bien l'avouer, les théories du super complot résistent mal à un examen critique. Et il y a cette semaine dans le Current Biology, qui est un périodique scientifique qui traite notamment de la psychologie et des mécanismes sociaux, il y a un excellent article qui est paru. Et d'ailleurs, on va retrouver, je vais mettre en ligne après l'émission sur le site de Radio X, je vais mettre à la fois l'étude et l'article publié dans le Current, le magazine scientifique, et les gens pourront à ce moment-là voir un peu quels ont été les mécanismes de la recherche. Mais ce que nous dit en fait cette recherche-là, je ne sais pas si toi, Yannick, tu es du genre d'individu à dire rien n'arrive par hasard, ou les hasards n'existent pas, ou ça ne peut pas être de simples coïncidences. Non, mais j'ai entendu ça toute ma vie. Oui, c'est ça. Donc on a tous entendu ces phrases-là, mais en fait, si tu es de ceux qui adhèrent généralement à ce genre de réaction, ben tu es justement dans l'antichambre des complotistes. Parce que ce que l'étude démontre, et ça c'est assez étonnant parce qu'elle fait pour la première fois une relation entre ces mécanismes du rien n'arrive par hasard, donc on croit que quelque part, il y a tout le temps une manipulation ou il y a une force quelconque qui est entrée en jeu pour pouvoir agencer les événements tels qu'ils arrivent. Et cette étude met non seulement en relief cet élément-là, mais elle met également en relief un biais cognitif qui est propre aux théoriciens du complot, mais qui est propre également aux gens qui croient à la création, qu'on appelle les créationnistes. Donc, qui croient que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé, il a créé Adam et Ève, etc. Ces gens, les créationnistes, ont exactement les mêmes biais cognitifs que les gens qui croient aux théories du complot, c'est-à-dire de toujours croire que derrière ce qui semble être un hasard, parce que malheureusement, oui, les hasards arrivent, et souvent les drames, les catastrophes sont souvent une série de coïncidences ou de hasards qui vont se mettre ensemble, qui vont se conjuguer pour entraîner une catastrophe. Mais les gens qui refusent de croire à une idée comme ça, que le hasard puisse intervenir, c'est ce qu'on appelle dans le domaine de la psychologie la pensée théologique. Donc, de croire qu'il y a une espèce de force divine derrière tout. Fait qu'autant les gens ne croient pas que la Terre a pu se créer d'elle-même, que la vie a pu apparaître d'elle-même, donc il faut obligatoirement que ce soit une intervention divine, ben exactement, les théoriciens du complot ne croient pas, par exemple, que Lady Di puisse être décédée dans un accident de la route. Il faut obligatoirement qu'il y ait quelque chose qui a été orchestré derrière tout ça. Et ce qui est étonnant, donc, cette étude qui a été menée par un groupe de scientifiques suisses, ces gens-là, non seulement ont démontré que les conspirationnistes et les créationnistes ont souvent les mêmes mécanismes de pensée, mais on retrouve au sein des conspirationnistes un plus grand nombre, une plus grande représentation de créationnistes qu'il y en a en réalité dans le monde social. C'est-à-dire que dans la société occidentale, il y a à peu près 5% des gens, tu me diras que c'est énorme, effectivement, quand on connaît toute l'étendue des connaissances scientifiques dans ce domaine, c'est vrai que ça peut paraître toujours surprenant, mais il y a à peu près 5% de créationnistes dans les populations dites occidentales. Or, les créationnistes, on les retrouve à 11%
au sein des théoriciens du complot. Donc, un nombre 2 fois plus élevé au sein des théoriciens du complot qu'on le retrouve dans les communautés habituelles, là. Donc, on voit que ces gens-là partagent à peu près les mêmes mécanismes de pensée. Et bien sûr, ces mécanismes de pensée, il faut le savoir, c'est une réaction relativement commune. C'est-à-dire que c'est une impression, comment je pourrais dire, pour les scientifiques, ils le décrivent comme étant une réaction, disons, de premier ordre, c'est-à-dire sensitive. Et c'est vrai que c'est une pensée qui articule les sociétés depuis que l'homme est homme. C'est-à-dire que quand, dans l'Antiquité et dans la préhistoire, évidemment, tu n'avais pas le temps de trop considérer les choses. Tu y allais de manière intuitive. Tu dis, hop, dans le bois, il doit y avoir un animal dangereux, puis j'irai pas dans le bois parce que je risque éventuellement d'être attaqué par cette bête. Et cette pensée intuitive, bien sûr, nous a permis ou a permis aux sociétés de rester en vie. Aujourd'hui, malheureusement, il faut essayer de réfléchir davantage. La société est devenue de plus en plus complexe. Les problèmes auxquels on fait face sont de plus en plus complexes. Et là, il faut y aller de manière plus rationnelle. Mais la pensée rationnelle demande une gymnastique intellectuelle beaucoup plus que quand tu agis de manière spontanée. Oui. Hein, bon, et bien sûr, on le sait tous, le rationalisme, c'est comme les mathématiques, ça donne mal à la tête. Donc, on préfère agir par intuition. Et c'est exactement ce biais cognitif auxquels vont laisser libre cours les créationnistes et les conspirationnistes pour adhérer à ces théories qui sont souvent un peu farfelues. C'est franchement. Ça, c'est une étude qui vient d'être publiée dans le Current Biology et encore une fois, comme je l'ai mentionné, à la fois les données de l'étude ainsi que l'article publié dans le périodique scientifique seront mises sur ces informations-là seront mises sur le site Facebook de Radio X. C'est franchement intéressant. Tu connais le phénomène de la ghettoisation des gens? Oui. Moi, je l'ai vécu. J'étais allé à New York. Je me suis dit, je vais aller apprendre mon anglais à New York quand j'étais un peu plus jeune. Puis, première affaire que j'ai faite quand j'étais allé à New York, c'est que j'ai rencontré des Québécois et je me suis tenu avec des Québécois pendant 6 mois. OK. Si tu vas en Floride, tu vas sur la plage, tu vas entendre parler français, ben tu vas être porté à parler à ces gens-là. Puis pourquoi je te parle de la ghettoisation, c'est qu'on le fait un peu avec nos propres convictions. Quand on croit quelque chose, puis on va sur les réseaux sociaux, on va aller se poser des questions, je sais pas moi, supposons qu'on parle des attentats du 11 septembre, puis toi, tout ton entourage te dit, les attentats du 11 septembre, c'est une inside job. Instinctivement, et ça m'a été expliqué par un psychologue ici à la station, instinctivement, tu vas plus vibrer sur les gens qui écrivent sur les réseaux sociaux comme quoi le 11 septembre, c'est une inside job. Ouais, tu vas être plus attiré par ça parce que toi, dans ton fort intérieur, parce que ton entourage croit ça, t'es férocement convaincu que c'est une inside job. Donc, quand tu dis qu'il faut creuser beaucoup plus pour connaître la vérité, ben, faut pas que ces gens-là, qui ont l'impression de vibrer quand ils voient « Ah, ben moi aussi, là, mon père, il pense pareil », faut pas que ces gens-là s'arrêtent à ça, faut qu'ils continuent de creuser. En fait, ce que tu dis, Yannick, c'est en psychologie populaire, on connaît bien ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle dans un premier temps, il faut savoir que à partir du moment où tu as des croyances, bien sûr, dès que quelqu'un parle de quelque chose qui va à l'encontre de tes croyances, il y a immédiatement un phénomène qui se produit qui s'appelle la résistance cognitive. Ouais. Et cette résistance cognitive, elle est physique. Hein. C'est pas rien que non, c'est pas ce que je pense ou non, je suis pas de cette opinion-là. Non, ton cerveau envoie réellement des éléments dans ton organisme, des protéines, toutes sortes de marqueurs qui vont faire que tu vas te sentir mal à l'aise. Hein, il y a vraiment une réaction physiologique à ça, donc qui s'oppose à tes croyances. Donc, dès que ton cerveau emmagasine de l'information ou reçoit de l'information qui va à l'encontre de tes croyances, il y a une réaction physiologique qui se produit, qui est cette résistance cognitive. Et ce que tu vas faire, c'est un peu comme aller prendre une bonne bouchée dans une barre de chocolat là, qui va te donner toutes les endorphines que tu as besoin pour être bien content. Là. Ce deuxième mécanisme-là, bien sûr, c'est le biais de confirmation. Donc, tu vas te tourner vers quelque chose qui va venir confirmer ta croyance. Voilà. Donc, à partir du moment où quelqu'un te dit non, le 11 septembre n'est pas une conspiration, ton cerveau envoie dans ton organisme des éléments qui vont réellement faire que tu te sens mal à l'aise, que tu vas réagir, disons, tu vas créer une résistance et rapidement, tu vas te tourner vers des sources qui vont venir confirmer ta croyance
pour te soulager finalement de ce mal à l'aise qui a été créé en fonction de ce que tu as entendu. Donc, il y a des mécanismes, il faut résister à ces mécanismes-là. Oui, ben oui. C'est naturel que c'est comme ça, notre cerveau agit comme ça, le mien est comme ça, le tien est comme ça, celui de tout le monde est comme ça. Donc, c'est normal que notre cerveau réagisse de cette manière-là à partir du moment où on est confronté à nos croyances. Mais on doit résister à ça pour pouvoir permettre à l'autre d'avancer ses arguments et de pouvoir essayer de les comprendre, de les évaluer, de les sous-peser pour voir finalement, pour s'assurer bien sûr que ce ne sont pas nous qui sommes dans la mauvaise voie. Christian, pour la première fois sur les ondes de Radio X dans l'émission Radio X Files, on a le plaisir de recevoir Jean-François Cloutier de tvqc.com. Salut Jean-François, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Merci d'être là. C'est quoi ça, tvqc.com? tvqc.com, en fin de compte, c'est un site où est-ce que je vais écrire sur le monde des séries télé, autant broadcast que sur le stream comme Netflix. Je vais discuter des castings, des nouvelles séries qui s'en viennent, ceux qui sont en diffusion, les bandes annonces, etc. C'est vraiment, là, je couvre autant ce qui se passe à la télévision qu'au grand écran. Et puis, ce qui s'en vient vraiment là dans les prochaines semaines, prochains mois, même prochaines années, là, en fait, de produits audiovisuels. Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Pour commencer, je veux remercier Christian de m'avoir invité, premièrement. Ça me fait plaisir. Oui, un gars que je connais, ça fait des années pareilles. Et puis, je vais vous parler d'une émission de télévision qui s'en vient prochainement là, sur la chaîne History aux États-Unis, mais qui n'est pas encore confirmée sur History au Canada. Mais habituellement, quand une série est diffusée aux États-Unis sur la chaîne History, elle est diffusée simultanément au Canada sur History. Fait que parce que il y a un lien entre les deux stations de télévision. Et puis cette série-là va être diffusée à l'hiver 2019. Et puis ça se nomme Projet Blue Book. Projet Blue Book, c'est quoi? C'est une nouvelle série qui va être produite par Robert Zemeckis. Robert Zemeckis qui est bien connu pour des films tels que À la poursuite du diamant vert. Il y a entre autres réalisé la trilogie Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, seul... C'était bon, ça. Oui, puis j'ai jamais compris pourquoi il n'a pas fait de suite, son joke. Aujourd'hui, imagine, avec les techniques d'animation, ça serait hallucinant, là, faire un genre de remake de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ça fait partie de tes films préférés, ça, Christian? Non, j'ai préféré. J'ai préféré la trilogie de Retour vers le futur que Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais il a fait aussi, il a réalisé aussi Forrest Gump. Oui, absolument. C'est un grand réalisateur américain quand même. Mais avant, Jean-François, avant de nous amener sur un peu le contenu de ce film, le projet Blue Book, oui. Écoute, on a pour toi sorti la bande-annonce. Oui. Elle est malheureusement pour l'instant, elle n'est disponible qu'en anglais, mais on va quand même la faire entendre aux gens. Ça va donner un peu le ton de cette série. En fait, c'est une mini-série de quelques, peut-être tu pourras m'éclairer là-dessus, mais je crois qu'il va y avoir 10 épisodes. À tout le moins, il y a 10 épisodes qui est prévu. Alors, on écoute, si tu le veux bien, la bande-annonce de Projet Blue Book. It went down just beyond the street! Come on! This way! The whole forest smelled like death. Lord Almighty. And then saw that thing. As God is my witness, it was not of this world. We have a situation in West Virginia. Family reported seeing something falling from the sky. I'll get down there right away. I need you to meet someone first. Name's Dr. Alan Hynek. You want me to investigate flying saucers? I want you to help me prove to the public the truth. They don't exist. Lori, Will, you can come on out now. Doctor, tell me what's happening to my babies. If you believe that you have seen these strange lights in the sky, would you please raise your hand? My name is Dr. Hynek.
We understand that you saw an entity. The men in hats. And they were scared. You should be too. Alan's working on some really strange things. The flying saucers. More than that, I just don't feel safe anymore. I'm wondering if Professor Hynek will one day be a problem that needs solving. You think it's possible extraterrestrial life exists? The probability of us being alone in our universe is... C'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Puis la bande, quand on regarde la bande-annonce, on voit qu'on y est allé avec un fort déploiement. Là. C'est quelque chose de qualité. Il fallait pas s'attendre à moins avec un film de Zemeckis. Alors, je te repasse le micro, Jean-François. Qu'est-ce que c'est que cette série Projet Blue Book? Justement, pour donner une idée là du déploiement visuel, il faut comprendre que History Channel, c'est eux autres qui diffusent la série Viking, qui met en scène la vie de Ragnar Lodbrok, et puis c'est eux autres aussi qui diffusent la série Nightfall, qui raconte les chevaliers, l'épopée des chevaliers des Templiers. Donc ça va être un visuel quand même intéressant, et puis il va avoir beaucoup de budget. Et puis comme vous avez pu entendre, s'il y a des fans de la série Games of Thrones, es-tu fan de Games of Thrones? J'ai vu quelques épisodes, mais c'est sur ma liste. Ah, OK. Donc, s'il y a des fans de Games of Thrones, moi, un de mes personnages préférés, personnellement, c'était Lord Baelish, qui est mort lors de la dernière saison. Il se fait tuer par Sansa. Eh bien, la nouvelle série Projet Blue Book va mettre justement en vedette Aidan Gillen. On a pu entendre sa voix. Et puis, celui-ci va jouer le rôle du docteur Alan Hynek. Alan Hynek, Christian peut nous parler un peu, là. C'est qui ce personnage-là? Bon, en fait, on l'a entendu un peu durant la bande-annonce, c'est le docteur Joseph Alan Hynek. Hynek a été, faut savoir qu'est-ce que c'est aussi le projet Blue Book en lui-même. C'est la deuxième fois que ce projet-là est un petit peu porté à l'écran, si je puis dire. Entre 1952 et 1969, l'armée de l'air américaine avait instauré ce programme d'enquête sur les ovnis. Il faisait suite à deux précédents projets, les projets Sign et le projet Sign et le projet Grudge. Blue Book prend un peu le relais en 1952. Il va perdurer jusqu'en 1969. Et durant toute cette période, et même avant, donc dès 1947, l'armée de l'air américaine s'était adjoint les services d'un astronome, astrophysicien de la Northwestern University à Evanston, dans l'Illinois. On est ici en banlieue de Chicago. Et cet astrophysicien, c'était le docteur Joseph Alan Hynek. C'est amusant parce que si Hynek n'était pas passé à l'histoire comme étant le conseiller civil de l'armée de l'air américaine pour la question des ovnis, il serait quand même passé à l'histoire parce qu'il est un grand astrophysicien, un grand astronome. Il a développé des techniques pour la communication avec les satellites. Et pour les gens qui nous écoutent ce soir, Joseph Alan Hynek a aussi été le conseiller de Steven Spielberg sur le film Rencontre du troisième type. Il y joue même un petit rôle caméo à la toute fin lorsque la grosse soucoupe mère se pose sur la piste. On voit fendant la foule un homme qui s'approche avec une petite barbichette de chèvre, des lunettes cerclées d'acier, et cet homme-là s'arrête un instant, regarde vers l'OVNI, et la caméra fait un zoom lentement sur l'homme en question. Cet homme, c'est Joseph Alan Hynek, qui, par un concours de circonstances tout à fait extraordinaire, s'est retrouvé au centre des meilleurs dossiers, évidemment, de cette époque, puisqu'il était le conseiller scientifique de l'armée de l'air américaine. Ce qui est assez amusant aussi dans le trajet du docteur Hynek, c'est lorsqu'il s'est joint à l'armée américaine pour enquêter sur les ovnis, à titre de conseiller, bien sûr, il était au départ, en 1947, c'était un sceptique convaincu. Pour lui, en 2 coups de cuillère à peau, il allait rapidement dégonfler toutes ces histoires d'ovnis. Et au fil des ans, il est devenu de plus en plus, disons, entre guillemets, croyant, adhérant davantage à une réalité exotique derrière le phénomène des ovnis. Et lorsque le projet Blue Book s'est terminé en 1969 et que l'armée de l'air américaine a retiré ses marrons du feu avec cette histoire d'ovnis, le docteur Hynek, de son côté, a fondé une organisation civile d'enquête sur les ovnis qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le Center for UFO Studies. Le projet Blue Book, je le disais tout à l'heure qu'ils ont étudié 12 618 cas et ils en ont retenu 3 201 cas pour analyse statistique, et de ces 3 201 cas, 3% des cas demeurent encore à ce jour inexpliqués.
Voilà, et ça, c'est tout à fait extraordinaire, Yannick, que tu le mentionnes. En fait, c'est 701 cas qui sont demeurés non identifiés durant le projet Blue Book. Et ça nous montre bien que, contrairement à ce que disent les amateurs d'OVNI, ce que disent les ufologues, lorsqu'ils sont toujours en train de nous répéter l'armée de l'air américaine nie l'existence des OVNI, tu viens toi-même de le mentionner, ils n'ont jamais fait ça. On aime bien créer cette histoire-là pour diaboliser l'armée de l'air américaine, mais dans les faits, ils n'ont jamais dit ça. Au contraire, ils ont dit, nous avons étudié 12 618 cas, il y en a 701 qu'on n'arrive pas à expliquer. Et quand ils disent on n'arrive pas à les expliquer, il y avait une catégorie de cas insuffisamment détaillés. Les cas non identifiés de Blue Book ne tombent pas dans cette dynamique-là. C'était des cas qui étaient bien documentés, qui avaient été rapportés par des gens crédibles. On avait mené une enquête, mais on n'est pas arrivé à trouver une explication. Pourquoi l'armée s'est retirée du dossier? Ce n'est pas parce qu'il y avait ils expliquaient tous les cas. Au contraire, ils l'ont bien reconnu. Un certain nombre d'entre eux demeuraient non identifiés. Mais l'une des grandes conclusions du projet Blue Book, c'était que ces observations d'OVNI, quelle qu'en soit la nature, ces observations d'OVNI ne menaçaient pas la sécurité nationale et le rôle de l'armée, on l'aura bien compris, c'est un rôle de défense. Donc, à partir du moment où l'armée dit ces dossiers-là ces observations-là ne menacent pas la sécurité nationale, alors évidemment, ils passent la main à autre chose. Et malheureusement, il n'y a pas eu de relais sur le plan civil pour l'étude des OVNI et le phénomène est tombé entre les mains de petites organisations d'amateurs qui sont les groupes d'ufologues qu'on connaît encore aujourd'hui. J'ai mentionné que c'était la deuxième fois que le projet Blue Book était porté à l'écran. Peut-être les plus vieux de nos auditeurs de ce soir se rappellent peut-être à la fin des années 70, une série un peu de série B qui était pas très bien réussie, mais qui s'appelait Project UFO, qui a connu 2 saisons, c'était en 1978 et 1979, où on reprenait certaines observations du projet Blue Book qu'on remettait un peu en image avec 2 enquêteurs comme ça qui essayaient de résoudre les énigmes. Donc, c'est la deuxième fois donc que le projet Blue Book inspire des réalisateurs pour réaliser des trucs au petit écran. Jeff? Oui, eh bien, justement, après Aidan Gillen, qui va être en vedette dans le rôle du Dr. Alan Hynek, il va y avoir aussi Neil McDonough, qui est bien connu pour jouer Damien Dark dans la série Legend of Tomorrow sur la chaîne de CW aux États-Unis. Il va jouer le général James Harding. Aussi en vedette Laura Mennell. Aussi, il y aura une actrice canadienne qui commence à percer aux États-Unis et puis qu'on voit régulièrement dans des séries télé canadiennes, mais surtout des séries télé de science-fiction. C'est Knessia Solo, que vous avez probablement vu dans la série Lost Girl, qui met en scène une succube, et Orphan Black, qui est une série qui parle un peu des clones. Ça, c'est 2 séries canadiennes. Aussi, à l'affiche, Michael Malarkey et Michael Arney. Et puis justement, comme Christian disait, c'est une série qui va être basée sur le projet Blue Book, mais il faut prendre en considération que ça va être une série de fiction et non un documentaire, parce que la série va être embellie. Elle va essayer de parler justement de la vie de Joseph Hynek, du projet Blue Book, sauf que dans la bande-annonce, eh bien, on peut voir Joseph Hynek qui regarde comme un extraterrestre dans un aquarium. Eh bien, il faut comprendre que Joseph Hynek n'a jamais vu d'extraterrestre dans un aquarium. En tout cas, est-ce que Christian peut me confirmer ça? Non, effectivement, si Hynek a vu ça, c'est un secret bien gardé parce qu'il a jamais fait de mention à ce sujet-là. D'ailleurs, Joseph Allen Hynek, c'est assez amusant parce que on en parle à cause de cette série Projet Blue Book, mais Hynek, qui est décédé à la fin des années 80, vient d'avoir sa première biographie publiée dans un ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle The Close Encounters Man, qui est un ouvrage de Mark O'Connell qui raconte l'histoire de Joseph Allen Hynek, tant de l'astrophysicien que de ce représentant, ce conseiller pour l'aviation civile, concernant l'aviation militaire concernant le phénomène des OVNI. Donc, dis-moi, Jean-François, est-ce que l'on sait combien d'épisodes aura la série et est-ce qu'on va se limiter à une saison ou est-ce qu'on prévoit autre chose? Habituellement, de la façon que les chaînes de télévision fonctionnent, c'est que s'il y a une bonne cote d'écoute, la série va être renouvelée.
Et s'il n'y a pas de bonne cote d'écoute, bien la série va être annulée. Là, c'est 10 épisodes pour la première saison. Comme on a dit au début, ils vont mettre le paquet au niveau là, de la production avec Robert Zemeckis. Et puis si de la façon que ça fonctionne, c'est pas seulement les codes d'écoute en direct, c'est aussi les codes d'écoute en DVR, où est-ce que c'est en direct plus 3 jours, disons. Donc après ça, plus les écoutes en ligne. Après ça, là, il va y avoir une décision là, donc, au niveau du renouvellement de la série. Exact. Donc, comme toute bonne série, si ça fonctionne, ils vont en refaire une autre. Maintenant, en terminant, tu veux nous parler de Rosemary Baby? Non, c'était pas ça? C'était pas Rosemary? Non, en fait, c'est le film UFO avec Gillian Anderson. UFO, ah oui, il est là, excuse-moi. Oui, c'est ça exactement. C'est un film qui est disponible en VOD. VOD, autrement dit, c'est quand vous allez sur votre sur Vidéotron, sur Bell, puis là vous voyez des listes de places où est-ce que vous pouvez commander là des films en direct que vous payez. Eh bien, c'est ça du VOD. Et puis bon, Gillian Anderson, qui est justement bien connu pour la série The X-Files, est en vedette dans un téléfilm qui s'appelle OVNI sur la piste extraterrestre, ou en anglais qui se nomme UFO. Et puis bon, en gros, c'est Derek, un brillant étudiant hanté par une manifestation d'OVNI durant son enfance, croit que les mystérieuses manifestations reportées dans plusieurs aéroports aux États-Unis sont liées à ce qu'il a vécu étant jeune. Et puis bon, à savoir, c'est un film avec un budget... C'est pas un gros budget. Et puis, bon, ça va être un petit film à regarder pour ceux qui s'intéressent justement à ce type de phénomène-là. Et puis, le film est réalisé par Ryan Eslinger. Donc, en gros, c'est ça. Ça va être une série avec Gillian Anderson, qui est connu pour The X-Files. OK. Est-ce qu'on peut écouter la bande-annonce, Christian? Allons-y. Allons-y. United 367, prêt pour le décollage. Attendons instruction. Bien reçu 367, restez en attente. Qu'est-ce qu'il y a? Des décennies de phénomènes aériens non expliqués, entourés de mystères, jusqu'à maintenant. Mais c'est quoi cet engin? Regarde là-bas, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Ça, je vois pas. Vous êtes l'un des plus talentueux étudiants que je connaisse. Et vous allez échouer à mon cours. Vous êtes au courant? Cet après-midi, tous les vols à l'aéroport de Cincinnati ont été temporairement annulés suite au survol du site par un mystérieux appareil. Il me faudra aussi les images prises sur l'ensemble du site. Je veux tous ces passagers en salle de réunion A. Nous pensons qu'il s'agissait d'un petit drone. Jamais. C'est bien plus grand. Quand j'étais gosse, j'ai vu quelque chose. Ces lumières, dehors. C'était pas un drone. Le gars à la télé, il a menti. Vous n'allez pas automatiquement vous en remettre à l'explication la plus fantaisiste qui existe. Il s'agit pas d'un vulgaire problème de maths. C'est plus compliqué que tout ce que vous avez pu voir jusqu'ici. La salle d'embarquement est bourrée à craquer d'agents fédéraux. Pourquoi est-ce qu'ils sont là, puisqu'ils ont soi-disant trouvé ce que c'était? Je vous demande de lui dire de cesser. Le FBI a pris la main sur nos ordinateurs. Pourquoi j'ai pas vu ça avant? Tu crois que c'est une sorte de signal? Ça, c'est du binaire. Ils utilisent des maths de base pour communiquer. Si j'ai raison, ils reviendront. Alex Sharp, Ella Purnell, Gillian Anderson, David Strathairn. On a une formidable occasion de faire un véritable pas de géant. Donc, OVNI sur la piste extraterrestre, Jeff. Oui, absolument. Oui, absolument. Justement, comme dans la bande-annonce, ils le disent, ça met en vedette Alex Sharp, Ella Purnell, Benjamin Beatty et Gillian Anderson. C'est un film à petit budget, mais que pour ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI, eh bien, c'est un film à regarder les fins de semaine. That's it. Tout simplement. Absolument. Sans prétention. Parfait. C'est ça, un petit film sans prétention, exactement. Jean-François Cloutier de tvqc.com. Pour les gens qui veulent aller sur ton site, il y a plusieurs chroniques déjà de disponibles. Donc, on va aller faire un tour tout de suite après l'émission. Ça va? Oui. Merci beaucoup d'être passé, cher ami. Yes, merci beaucoup. Christian, excellent, merci. On fait une courte pause? Oui. 8h40. Après, on ira à Rosemary Baby, si tu le veux bien. Voilà, on est. Radio X Files. Radio X.
Merci d'être bien branché sur le 98.1 Radio X. C'est la deuxième émission de Radio X Files avec Christian Page et moi-même, Yann Marceau. On a un livre à faire tirer aujourd'hui, cher Christian. Oui, absolument. L'enquêteur du paranormal au cinéma. Et pourquoi ce livre? Parce que dans cet ouvrage, j'avais couvert plusieurs films qui avaient été inspirés d'une histoire vraie. Et l'un des films qui avait été qui fait l'objet d'un chapitre, c'est L'exorcisme d'Emily Rose, un film qui est sorti en 2012, mais qui a été inspiré de cette histoire qui va devenir en fait notre sujet de la soirée. C'est l'exorcisme d'Anneliese Michel, qui s'est produit au milieu des années 70 en Allemagne, qui avait donc inspiré ce film. Donc on va faire tirer cet ouvrage-là. Et notre question quiz, je la rappelle, c'est en quelle année est décédée la vraie Anneliese Michel? Donc, on va revenir sur cette histoire-là dans la deuxième heure de notre émission. Donc, entre 21h et 22h avec comme invité le docteur Régis Ulrich. Donc, si vous avez les réponses, prière de nous l'écrire sur notre page Facebook Radio X Files dans l'onglet Contacter. All right. Est-ce que tu es prêt? Oui, absolument. 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Tu joues avec la nostalgie des gens, Christian Page. Oui, je sais. Les sentinelles de l'air. Les sentinelles de l'air. Quand j'étais gamin, je regardais ça à la télé. C'est une série qui est sortie à la fin des années 60 de mémoire. Ouais. Écoute, moi, c'était le numéro 2. Alors, quand le numéro 2 se partait, écoute, c'était comme 2 minutes 30 secondes de pur bonheur de voir ce vaisseau sortir de son hangar pour prendre les airs. Et donc, pourquoi pas utiliser cette thématique du 0 du 5 au 0. Et pourquoi? Parce que chaque semaine, on va essayer de faire un top 5. Ça peut être sur des sujets absolument variés. Et ce soir, on s'était donné le mot d'ordre, puisqu'on va parler d'Anneliese Michel, l'exorcisme d'Anneliese Michel. J'ai dit, tiens, ce serait amusant de voir quels sont tes choix et quels seraient les miens si on me demandait quels sont les 5 meilleurs films ayant eu pour personnage principal le diable. Donc moi, j'en ai choisi 3. Je sais que tu en as choisi de ton côté 2, oui, dont j'ignore quels sont les titres. Mais si tu veux, je vais commencer avec l'un des miens. Vas-y. Un film de 1973. 1973, c'est probablement le film qui vient en tête de à peu près tout le monde. On écoute la bande-annonce, c'est considéré comme le film le plus terrifiant de tous les temps. Non, c'est pas celle-là. Ça fonctionne pas, Christian. Bon, ok. Donc, mon film choisi était L'Exorciste. Donc, un film de 1973 qui mettait en vedette Ellen Bernstein, Mark von Sydow et, bien sûr, Linda Blair dans le rôle inoubliable de Regan McNeil. Le film, c'est assez amusant parce qu'il est sorti en décembre 1973. En fait, il est sorti le 26 décembre 1973. C'est un excellent coup de poker du réalisateur William Friedkin de faire sortir son film qui montrait une possession diabolique au lendemain de la fête de Noël. Donc, on s'imagine aux États-Unis, tout le monde sont encore dans cet esprit des fêtes, on est dans l'esprit de Noël, dans toutes les chaumières, on a ce sapin de Noël avec le petit ange au sommet de l'arbre et en dessous, on a cette crèche avec les personnages religieux. Et là, voilà que le 26 décembre, sur les écrans, apparaît ce film L'Exorciste, qui est basé sur un roman de William Peter Blatty qui était sorti 2 ans plus tôt. Et Blatty était également celui qui va signer le scénario du film. Ouais. C'est considéré aujourd'hui comme encore le film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma. C'est réglé le problème informatique. Je vous fais entendre la bande-annonce. Y a-t-il quelqu'un en toi? Aidez-la!
Encore à ce jour, Christian, quand on demande aux gens quel a été le film d'horreur qui vous a fait le plus peur, L'Exorciste, c'est pas mal ça qui sort en premier. Et oui, et on entend à la fin de cette bande-annonce cette musique de Michael Field qui était Tubular Bell, qui est devenue synonyme en fait du film L'Exorciste. Hein. Dès qu'on entend cette pièce-là, immédiatement on pense à L'Exorciste. Alors toi, ton choix? OK, tu veux y aller avec moi tout de suite? Oui, vas-y. Allons-y. Moi, c'est un film qui est numéro 1 parce que moi, je suis très nostalgique. Mon premier film d'horreur à vie, j'étais, c'est peut-être aux alentours de 1985-1986. Donc, je commençais dans la vie. C'est Evil Dead. L'Opéra de la Terreur, si vous l'avez écouté en français au Québec. C'est un film de 1981. La réalisation de ce film-là a été faite par Sam Raimi. Et les acteurs Bruce Campbell, qui a pas eu une longue carrière comme acteur là, principal, mais n'en demeure pas moins que moi, c'est mon acteur fétiche des années 80, parce que j'ai dû regarder Evil Dead au moins une bonne centaine de fois. Pour ce qui est des autres acteurs, Ellen Samwise, Betsy Baker, Al Dietrich et Teresa Tilly. Puis je sais pas si tu te rappelles de l'histoire, mais pour le bénéfice des auditeurs, c'est des jeunes qui partent en vacances dans une cabane perdue dans la forêt du Tennessee. Et dans le sous-sol, 2 hommes découvrent un livre avec un magnétophone ainsi qu'un fusil de chasse et un couteau. Je pense que dans le film, on l'appelait une dague, si je me trompe pas. Et le livre s'intitule le Necronomicon. C'est une version sumérienne du livre des morts égyptien, bien entendu. Et ce livre-là était relié en peau humaine et écrit avec du sang humain. Et le Necronomicon contenait des incantations avec la voix de l'archéologue qui, en récitant, en écoutant la cassette, réveillait des esprits maléfiques en ce qui était en dormance. Tout le monde devient un peu possédé dans le film. Il y a même une femme qui se fait violer par des arbres. À ça, t'ajoutes une tronçonneuse. C'est très, très, très sanglant, très violent. Les effets spéciaux, c'est digne des années 80, mais ça vaut la peine encore de voir ça aujourd'hui. Et c'est un très faible budget, Christian, un budget de 350 000 $. Est-ce que tu as une idée combien ça a rapporté en bout de ligne, ce film-là? Aucune idée. La première semaine, quand ça a sorti aux États-Unis, il y a personne qui a été voir ça. À peine 100 000 $. C'était décevant. Mais après ça, le bouche-oreille a fait sa job et ça a rapporté près de 30 millions de $ en recettes mondiales. Wow. Donc, Evil Dead, à ce jour, l'Opéra de la Terreur, ça demeure pour moi le film le plus terrifiant. Ouais. Si je ne m'abuse, Yannick, je crois qu'on a fait un remake de ce film-là il y a peut-être 5 ou 6 ans à peu près. Je suis pas certain, là, mais de mémoire, là, je crois avoir vu passer ça, là, un remake de Evil Dead. Et je vous fais entendre le sonore. I have seen the dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me. No, it was the woods themselves. They're alive, Ashley. Possessed by the spirits of the book is through the act of bodily dismemberment. I don't care what happens to her. She's your girlfriend. You take care of her. Alors voilà, comme tu peux le voir, même en l'entendant, puis j'imagine que les auditeurs dans leur voiture l'entendent aussi, c'est terrifiant du début jusqu'à la fin. Ça part tellement bien, c'est une gang d'amis qui s'en vont dans une petite cabane et finalement, ça vire mal. Quand tu mentionnais le titre de ton livre, t'es sûr que c'est pas le Necronomicon? Oui, c'est juste que j'avais de la misère à le dire. OK, c'est ça, parce que le Necronomicon, c'est un ouvrage, c'est ça, qui est bien connu dans le milieu de l'occultisme, en fait, qui est une invention littéraire, en fait, et
en fait, il n'a jamais existé, cet ouvrage-là. Et c'est assez amusant, donc, qu'on récupère cette histoire-là. Puis il y a encore des gens aujourd'hui qui continuent de croire en l'existence du Necronomicon. Écoute, Yannick, le temps passe rapidement, puis je veux pas qu'on empiète trop sur notre sujet du jour. Fait que j'y vais rapidement avec mes deux autres films qui m'ont marqué, qui touchent avec le personnage du diable comme personnage thématique original. Donc mes deux films, j'y vais rapidement. Un film sorti en 1976 dont on a fait un remake en 2006. Ça s'appelle The Omen, La Malédiction. J'ai fait un remontage rapide de la bande-annonce. Ça mettait en vedette. C'est un film en fait de Richard Donner qui avait réalisé le film Superman 1 avec Christopher Reeves et ça mettait en vedette Gregory Peck et Lee Remick. Donc, on écoute la bande-annonce de The Omen, film de 1976. For generations, the Thorns have been a family of tremendous wealth, position, and power. The perfect marriage of Ambassador Robert Thorne and his wife Catherine was fulfilled by the birth of their son, Damien. And then, when the child was 5 years old, something terrible happened. Twentieth Century Fox presents a film of psychological suspense about an occurrence of earth-shaking importance. The Omen. This is not a human child. Make no mistake. There are those who will die for him. There are those who will kill for him. Who is he? What does he want? Where did he come from? And can he be stopped? The Omen. La Malédiction. La Malédiction, ce qui est assez amusant, c'est que ce film a ramené un peu sur le devant de la scène cette histoire du chiffre 666. On sait que c'est dans l'Apocalypse de Jean. Et Jean disait, le nombre de la bête, il faut le calculer, son nombre est 666. Et ce film tourne autour justement d'un enfant qui va avoir cette marque du diable. Il est lui-même un peu l'enfant du diable, son héritier. Donc, The Omen, La Malédiction. Et mon autre film qui met comme personnage principal qui tient pour personnage principal le diable, c'est un classique de 1968, un incontournable, un film de Roman Polanski qui met en vedette Mia Farrow, John Cassavetes et Ruth Gordon. Et le film, c'est Le bébé de Rosemary. C'est un film qui a été réalisé et adapté au cinéma. On est parti d'un roman de Ira Levin et Polanski a adapté le scénario pour le cinéma. C'est lui également qui réalise le film. Et il y a une anecdote assez amusante à propos de la bande-annonce qu'on va faire entendre. Donc, on y va avec la bande-annonce, puis je viens de te faire une petite remarque à propos de ça. Écoutez bien ce qui est dit dans la bande-annonce. Oh, it's a wonderful apartment. I love it. See what she's trying to do? She's trying to get you to lower the rent. Let's have a baby. All right? Let's have 3 babies, one at a time, all right? You really mean it, really? Awful things happen in every apartment house. This house has a high incident of unpleasant happenings. I have to make a baby. You all right? I have a pain. Where? Here. Sleep is what you need. Good night's sleep. Where's the baby? Where is it? We're your friends, Rosemary. I don't believe you. You're lying. Monsters. Unspeakable. Unspeakable. Rosemary Baby. The Rosemary Baby. Ce qui est assez amusant, c'est on entend dans la bande-annonce, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, voilà, cet édifice a connu toutes sortes d'événements malheureux. Or, je rappelle aux gens que le film Le bébé de Rosemary était filmé dans le Dakota Building à New York. Et c'est dans ce building qu'a été assassiné en 1980 John Lennon par Mark Chapman. Donc, c'est assez... c'est une coïncidence un peu morbide, mais quand même, le film Rosemary Baby a été tourné dans ce même édifice où John Lennon a été assassiné. Alors, on va terminer, si tu le veux, Yannick, avec ton dernier choix de film. Oui, monsieur.
J'ai demandé aux auditeurs d'ailleurs sur la page Radio X-Files quels ont été leurs films préférés ayant pour figure principale le diable. Et surprise, il n'y a pas juste des gros films d'horreur, il y a des films légers comme celui que je te propose si tu l'as jamais vu. Le titre québécois, c'est L'Avocat du diable, donc en anglais The Devil's Advocate. Et puis ça met les acteurs principaux, c'est Keanu Reeves, c'est Al Pacino, c'est Charlize Theron. Et ça a connu un succès commercial. C'est l'histoire d'un jeune avocat qui réussit très bien au début de sa carrière. Et par la suite, il est recruté dans un gros cabinet d'avocats. Et peu à peu, on s'aperçoit que le propriétaire de ce cabinet d'avocats-là est en réalité le diable qui est capable de convaincre à peu près tout le monde autour de lui, est capable de se transformer en homme, en femme pour influencer monsieur et madame tout le monde. C'est un film absolument à voir si tu l'as pas vu, Christian. C'est très léger, mais si... moi, je suis pas croyant, mais si on me disait à quoi ça peut ressembler l'enfer puis le paradis, ben l'enfer, ça ressemble un peu à ce que Keanu Reeves peut vivre dans ce film-là tout au long de ce 143 minutes de bonheur. Christian? Oui, t'as-tu une petite bande-annonce à nous faire entendre? À l'instant. Je vous parle de New York. Il faut que je vous parle de New York. Elle est tombée à terre, Babylone la Grande, revers d'esprits impurs et demeure de tous les démons. Un jeune avocat est venu à New York pour assouvir son ambition. Tu n'auras plus jamais peur de ta vie. Il t'enlèvera cette peur. Derrière vous, quel est votre secret? Je n'en ai aucune idée. Je prends par surprise, Kevin. Les gens ne me voient pas venir. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est un test, c'est ça? Toute notre vie n'est qu'un test. Il va découvrir que l'ambition a un prix. Dans un monde en proie à la tentation. Je te donne le plaisir. Je suis sûre que de là-bas, il nous entend. Une chose est sûre, de là-bas, il nous sent. Je vois l'avenir. Quelqu'un t'a fait du mal. Ce sont des monstres. Dans ce combat pour son âme, le décor est installé. Qui êtes-vous? On me donne tant de noms différents. Moi, je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. Dieu aime regarder. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Keanu Reeves. Il a toujours été présent. Maintenant, je le sais. Al Pacino. Et comme Dieu est un lève-tard, nous allons gagner. L'associé du diable. Film de 1997, mon cher Christian, je te le conseille, L'associé du diable ou encore The Devil's Advocate. Ça va me faire quelque chose à regarder ce week-end. Oui! C'est léger, par exemple. Oui, mais écoute, ça promet. J'avoue, je l'ai pas vu ce film. On m'en a beaucoup parlé. J'ai vu par des circonstances, le film joué à la télé. J'en ai vu des extraits, mais je n'ai jamais vu le film en entier. Alors, je me promets de regarder ça là d'ici le week-end prochain. Et je regarde les réponses des auditeurs sur notre page Facebook Radio X-Files pour ce qui est de leur film préféré ayant pour figure principale le diable. Constantine, ça revient beaucoup. L'Exorciste, L'Avocat du diable, tu vois, on vient de le faire. J'ai Dossier mystère avec l'affaire Maurice Thériault. Ah oui, absolument. C'est moi qui avais réalisé ça. J'avais rencontré les Warren d'ailleurs à l'occasion de ce segment-là. The Prophecy, Prince of Darkness, Evil Dead 2, même si on sait pas si c'est vraiment le diable. The Witches. Oui, je connais pas. Oui, un film récent qui est sorti, c'est de mémoire, je crois que c'est sorti en début d'année ou l'an dernier, là, mais c'est un film assez récent. La Conjuration? Conjuring? La Conjuration. Conjuration, ouais. Voilà. Et Angel Heart, pardon, qui est un vieux film. Je pense que Angel Heart, c'est un film des années 60, mais j'ai regardé la bande-annonce tout à l'heure. C'est de toute beauté comme film d'horreur. Christian, si tu le veux bien, on va faire une courte pause et on se revoit tout de suite après. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X.
Merci d'être présent à cette deuxième émission de Radio X-Files sur les ondes de Choix 98.1 Radio X Québec. Il y a des gens qui nous écoutent via leur application, avec leur téléphone intelligent. Il y a des gens qui, en fait, une multitude de personnes, d'après ce que je peux voir, qui sont là présents sur le serveur de Radio X, donc sur Internet, et les gens qui sont dans leur voiture. Merci d'être là. Christian, on a une question du jour pour gagner le livre de l'enquêteur du paranormal aujourd'hui. Effectivement, notre question est en lien direct avec notre sujet du jour. En quelle année est décédée Annelise Michel? Donc, pour les gens qui ont la réponse, eh bien, prière d'aller faire un tour sur notre page Facebook Radio X-Files et écrivez-moi la réponse dans l'onglet Contacter et je ferai le gagnant tout de suite après l'émission. Maintenant, on parle de l'exorcisme d'Annelise Michel. Oui. Avec le docteur Régis Ollery. Qui est-il, mon cher Christian? Écoute, le docteur Ollery est Écoute, puisqu'on l'a en ligne, je vais le laisser lui-même se présenter. Monsieur Ollery, bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonjour Régis. Vous m'entendez bien là? Oui. Oui, bon, c'est parfait. Donc, Monsieur Ollery, vous êtes du département d'anatomie de l'UQTR? Oui, c'est cela. Donc, a priori, rien à voir avec le sujet de la soirée, mais le sujet de la soirée, c'est simplement un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs dizaines d'années, qui m'intéresse à titre historique et à titre scientifique, évidemment. Donc, vous parlez de l'exorcisme, bien entendu. Que pensez-vous, personnellement, de l'exorcisme? D'une manière générale, vous voulez? Oui. Écoutez, il y a eu, dans l'histoire même encore assez récente, il y a eu un abus d'utilisation de cela, évidemment. Maintenant, dire que ça n'a jamais d'utilité, ce n'est peut-être pas légitime d'aller jusque-là. On sait que certains psychiatres, par exemple en Italie, certains psychiatres considèrent que ça peut parfois être indiqué, évidemment quand c'est une décision prise intelligemment, mais que ça peut aider certains patients qui, croyant être sous une emprise infernale, peuvent très bien alors avoir une certaine confiance en un rituel qui les en délivrerait. Avant d'aller plus loin, peut-être serait-il intéressant de parler pour les gens qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce que c'est que cet exorcisme d'Annelise Michel. Fait que si vous me permettez, messieurs, je vais prendre quelques minutes pour résumer un peu cette histoire, parce que c'est vrai que quand on parle de possession diabolique, on s'imagine que c'est un phénomène qui est, bon, évidemment, la presse ces dernières années en a beaucoup parlé. Encore en début d'année, il y avait des séminaires qui étaient organisés au Vatican pour préparer des prêtres au rituel de l'exorcisme qui est en explosion un peu ces temps-ci. Et cette histoire d'Annelise Michel, c'est une histoire en fait qui nous ramène au milieu des années 70 et pourquoi on utilise souvent cette histoire? Parce qu'elle nous est bien connue, parce qu'il faut bien comprendre que dans le rituel de l'exorcisme, il faut savoir que l'Église reconnaît deux types d'infestations par le diable. Il y a d'abord le sujet, le fidèle qui va se dire tourmenté par le diable. Et là, à ce moment-là, bon, ça se caractérise par des idées impures, des comportements un peu étranges et que le croyant va associer au diable, le fidèle va associer au diable. Et dans un cas comme celui-là, l'Église peut recommander un exorcisme mineur ou le petit exorcisme qui est constitué essentiellement de prières avec un confesseur. Donc on essaie comme ça de voir où sont les problèmes. Et puis il y a, lorsque le sujet voit un peu sa pensée être transgressée ou à tout le moins être substituée par une entité qui va associer au diable, alors là on parle du phénomène de la possession et dans certains cas l'Église va recommander le grand exorcisme ou l'exorcisme majeur. Et c'est vrai que ces histoires-là d'exorcisme sont généralement peu connues du public parce que ce sont des rituels qui se font évidemment en privé. L'affaire Annelise Michel nous est bien connue parce que malheureusement, le 1er juillet 1976, Annelise Michel va décéder de ce rituel qui avait débuté quelques mois plus tôt, en septembre 1975. Il faut placer un peu la table. On est à Klingenburg-on-Heim, on est en Bavière, en Allemagne, petite ville d'à peu près 6000 habitants. Et cette jeune Annelise Michel, née le 21 septembre 1952, est une jeune femme. En fait, c'est l'aînée d'un groupe de 4 filles. Il y en avait au départ 5, mais la sœur aînée, Martha, est décédée à l'âge de 8 ans. Donc, Annelise se retrouve l'aînée du groupe des 4 filles restantes.
Et Annelise, c'est une jeune femme qui a des problèmes de santé. Dès son plus jeune âge, bon, comme on dit par ici, là, dès que un virus court, c'est sûr qu'Annelise va l'attraper. Elle est donc de santé fragile. Et puis, vers l'âge de 16 ans, elle a une espèce de moment d'absence alors qu'elle est en classe. La nuit suivante, elle a l'impression, elle se réveille, elle a l'impression qu'elle est en train de mourir. Elle est incapable de bouger, mais ce n'est qu'un épisode. Et puis, 1 an plus tard, le même phénomène va se reproduire. Elle va en parler à ses parents qui vont finalement consulter des médecins. Les médecins vont éventuellement conclure qu'Annelise doit souffrir d'une forme d'épilepsie. On va lui prescrire des anticonvulsivants. Mais malheureusement, on verra pas son état s'améliorer. Au fur et à mesure que les années s'écoulent, Annelise, son état, elle devient de plus en plus asociale, son état se dégrade et éventuellement, en 1975, après avoir essayé à plusieurs reprises de s'adresser à la médecine, les parents ne voyant aucun résultat, il faut savoir que les parents sont ce qu'on pourrait qualifier de bigots. Ce sont des gens qui sont excessivement croyants. Chez les Michel, en fait, toute la décoration tourne autour de ce qu'on pourrait qualifier des bondieuseries, donc des images religieuses. C'est un contexte excessivement religieux. C'est dans celui-là que va grandir Annelise Michel. Et puis en 1975, comme son état ne s'améliore pas vraiment, les parents décident d'abandonner un peu la médecine pour se tourner vers les curés et vers l'Église. Et éventuellement, l'affaire va remonter jusqu'à l'évêque de Wisbourg qui va autoriser l'exorcisme. On est en 1975 et à ce moment-là, on va charger 2 prêtres de procéder au rituel d'exorcisme, un certain Joseph Stangl, Joseph Stangl, c'est l'évêque de Wisbourg, mais un certain Arnold Renz et Ernst Alt. Donc, ces 2 prêtres vont procéder au rituel d'exorcisme qui débute en 1975. L'état d'Annelise va dramatiquement chuter à partir de ce moment-là. Elle va même être, à un moment donné, être attachée sur son lit pour la contraindre. Elle ne se nourrit plus, elle ne boit plus. En fait, on raconte qu'elle urine dans ses sous-vêtements, qu'elle essore dans sa bouche pour avoir du liquide. Ses parents vont la surprendre à manger des insectes à l'intérieur de sa chambre. Les rituels se tiennent au rythme de 1 à 2 par semaine. Chaque séance dure à peu près 4 heures. Et finalement, dans cet état où l'état de santé d'Annelise va en chutant, le matin du 1er juillet 1976, ses parents vont la trouver morte dans son lit. Et à cause de cet événement-là, il y aura éventuellement des accusations qui seront portées contre les parents d'Annelise et contre les prêtres exorcistes. Ils seront accusés d'homicide involontaire. En 1977 va se tenir ce procès et à l'issue duquel les parents et les prêtres seront condamnés à des peines mineures d'incarcération, mais des peines qui vont correspondre en fait à leur détention préventive. Ils seront donc libérés avec les peines imposées par le tribunal allemand. L'affaire Annelise Michel nous est bien connue parce que à cause justement de ce procès, on a eu accès à des dossiers, on a eu accès aux photographies, on a eu accès à plein de documentation. Et durant le procès, bien sûr, le débat était est-ce que Annelise Michel avait été réellement possédée ou est-ce que finalement c'était une condition tout à fait clinique, une condition médicale. D'un côté, on avait donc les médecins qui venaient jurer que Annelise était simplement atteinte d'épilepsie. Cette maladie aurait entraîné une espèce de psychose, l'amenant à croire qu'elle était possédée par le diable. Et de l'autre côté, on avait les prêtres exorcistes qui, eux, évidemment, défendaient leur foi et on avait pour toute preuve, finalement, ces enregistrements, une quarantaine de cassettes audio où on entendait Annelise durant ses rituels d'exorcisme qui vociférait contre les prêtres en parlant avec une voix gutturale. J'ai d'ailleurs un extrait ici qui provient des enregistrements faits durant cet exorcisme. On écoute donc, vous allez entendre en premier plan, c'est Annelise qui parle. Elle parle avec une voix gutturale, elle s'adresse aux prêtres, qu'on entend en arrière-plan s'adresser à elle. Et elle disait à ce moment-là être possédée par plusieurs esprits, notamment les esprits de Lucifer, Judas, Caïn, Néron, Hitler et Helger Fleischmann, qui est un prêtre défroqué du 16e siècle et assassin. Donc ces 6 esprits, disait Annelise Michel, la possédaient. Et donc on va écouter un court extrait de cette séance d'exorcisme avec Annelise Michel.
Stoję kreślarną stoję pracuję. Będę ciebie nie sparado, nie będę do trydu. Ja. I to będę z ciebie. Adesso moderno. Mais est-ce que non? Et c'est important de dire que c'est pas des acteurs que vous entendez. Non, là, c'est vraiment un extrait qui est un extrait qui était présenté, un extrait qui était présenté durant le procès. Faut savoir que les parents, comme je l'ai mentionné, avaient été accusés d'homicide involontaire. La cause du décès d'Annelise Michel, évidemment, c'est la déshydratation, le manque, évidemment, et aussi l'anoxie. Donc, des carences, comme elle ne mangeait pas depuis des mois, ben évidemment, tout ça, c'est entraîné des carences. Elle est décédée suite à ça. Et évidemment, la question, et là, je m'adresse directement à Régis Solery. En tant que médecin, on le sait, durant cette descente aux enfers, sans faire de mauvais jeu de mots, dans le cas d'Annelise Michel, elle a rencontré plusieurs médecins. Jamais on a réussi à démontrer de manière claire, à mon avis, à tout le moins dans ce que j'ai pu avoir accès aux documents, jamais on a pu démontrer de manière claire qu'elle était atteinte d'épilepsie. Et on lui a prescrit plusieurs médicaments, des anticonvulsivants. On parle par exemple du Zentropil. On lui a également prescrit des gouttes d'Aolept. Est-ce qu'on peut reconnaître que l'affaire Annelise Michel n'est finalement qu'un cas d'épilepsie qui a finalement entraîné une psychose, ou est-ce qu'on est réellement en présence de comportements cliniques qui sont tout à fait anormaux? Évidemment, on n'est pas là pour voir ce qui s'est passé, donc on est obligé de se fier à tout ce qu'on entend, comme la bande dont vous avez passé un extrait. Récemment également est paru un livre qui est rempli de dossiers présentés en cours, les explications de l'Église, enfin de documents officiels, mais qui est publié qu'en allemand. Donc quand on lit pas l'allemand, évidemment, ça ne marche pas. Mais on se documente de plus en plus sur cela. Alors est-ce qu'Annelise Michel était malade ou était-ce autre chose? Il y a des hypothèses qui ont été soulevées pendant sa vie, et entre autres, on le disait, une question d'épilepsie de type nocturne avec symptômes de type grand mal, c'est comme ça que ça s'appelle en neurologie. Il y a des éléments qui ne correspondent pas. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas une forme particulière, mais on ne peut pas dire que c'était une épilepsie classique. Entre autres choses, elle décrivait elle-même perdre ses urines chaudes. Or, on sait très bien que pendant une crise d'épilepsie, on n'a pas le contact avec la réalité et il existe une amnésie post-critique, c'est-à-dire qu'on ne se souvient de rien. Donc, elle ne pouvait pas se souvenir avoir perdu ses urines. En plus, quand les urines sont perdues comme cela, elles sont effectivement chaudes, mais elles refroidissent à l'air extrêmement vite, c'est-à-dire qu'elle était consciente exactement au moment où elle perdait les urines et non pas quelques, peut-être dizaines de secondes après. On a soulevé l'épilepsie temporale, mais il n'y a pas grand-chose qui colle avec ça. On a soulevé évidemment le diagnostic de psychose. Il y a des signes psychotiques, effectivement, mais il n'y a pas que des signes psychotiques. Ce qui fait que dans l'hypothèse qu'on pourrait dire numéro 1, Annelise était malade et un des diagnostics posés était le bon. Je pense qu'on ne peut pas retenir cette hypothèse à la lumière de ce qu'on sait, évidemment. Une deuxième hypothèse, ce serait de dire qu'elle était malade et que sa maladie, en fait, elle n'a pas été diagnostiquée de son vivant. C'est une possibilité aussi. On pense au syndrome de Gilles de la Tourette. Annelise Michel se précipitait pour se jeter les genoux à terre. Elle avait des hématomes partout, d'ailleurs. Ça fait partie, effectivement, des manifestations du syndrome de Gilles de la Tourette. Il y a également les troubles dissociatifs de l'identité, ce qu'on appelait les personnalités multiples. Il y a quelques éléments de schizophrénie, qui est une psychose. Il y a même des éléments d'une maladie assez récemment reconnue, ce qu'on appelle une encéphalite à auto-anticorps anti-récepteur NMDA. Alors, vous voyez que c'est assez compliqué. Bref, il y a plusieurs maladies dont Annelise Michel pouvait effectivement présenter quelques syndromes ponctuellement. Mais ce qui ne marche pas, c'est l'ensemble des manifestations qui ne correspondent pas à un syndrome clinique connu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une possession diabolique, bien entendu, on ne rentrera pas là-dedans,
mais on pourrait dire que c'est quand même un syndrome de possession diabolique, c'est-à-dire que quelqu'un qui se croyait hanté par un ou plusieurs esprits, 6 en l'occurrence dans son cas, on peut dire donc que son syndrome est né à partir de cette croyance. Maintenant, comment une croyance l'a rendu dans un tel état, ça pour l'instant on n'en a aucune explication concrète. Régis, je me rappelle qu'à un moment donné, quand je suis allé là-bas à Klingenburgenheim, j'ai rencontré des gens localement, je me suis documenté avec les documents du procès, tout ça, et à un moment donné, revient dans une entrevue qui avait été filmée à l'époque par la BBC, le professeur Hans Bender de l'Université de Fribourg, qui est également spécialisé dans la parapsychologie. Et Bender avait développé l'hypothèse, je l'ai mentionné, la famille d'Anneliese Michel était une famille excessivement religieuse. Donc, on a vécu, en fait, dans ce contexte-là, uniquement pour les auditeurs. Il faut savoir que Anneliese et ses sœurs ne pouvaient même pas fréquenter des copines qui avaient des frères à la maison, tellement la famille Michel gardait, en fait, une chope sur un contrôle sur les filles. On voyait le mal un peu partout. Et Bender a proposé comme hypothèse en disant, voilà, au moment où les crises vont soudainement augmenter, l'état d'Anneliese vraiment se dégrader, ça se produit au moment où elle entre à l'université, elle se fait un petit copain, Peter himself, et à ce moment-là, on peut bien comprendre que c'est une jeune femme, début de la vingtaine, il y a des éléments de désir qui vont peut-être apparaître à ce moment-là, et comme dans la vision d'Anneliese Michel et dans la famille Michel, la vision est très manichéenne. Alors, ce qui est bien, c'est Dieu, ce qui est pas bien, c'est le diable. Est-ce que ces pensées, ces désirs qu'Anneliese pouvait ressentir par rapport à son petit copain auraient pu entraîner cet état de psychose? En théorie, pourquoi pas. Maintenant, il y a des éléments, comme tu le dis, le côté très très dévot. On se rappelle que le père d'Anneliese, Joseph Michel, qui faisait partie évidemment de l'armée allemande pendant la dernière guerre, et il a fait la campagne de Russie. Et pendant la retraite de Russie, il était quasiment mort de froid, et il a prié la Sainte Vierge de lui venir en aide. Et à ce moment-là, il a trouvé le cadavre d'un soldat russe qui avait des bottes et qui était de la même taille que lui. Alors il a pris les bottes du cadavre russe pour les mettre à ses pieds et il a considéré à partir de là que la Sainte Vierge l'avait écouté. Donc effectivement, il y a un environnement qui est entre guillemets très dévot. C'est quelque chose qui va encore s'accentuer par la mère, parce que c'est essentiellement la mère, Anna Furg, qui surveille ses filles, effectivement. On sait quand même que Anneliese, vers 13-14 ans, a eu ce qu'on pourrait appeler un petit copain, une petite relation, mais on n'a jamais réussi à savoir qui c'était. Mais il semblerait qu'elle ait réussi quand même en cachette. Et comme tu le dis, après, un peu plus tard, elle a connu Peter Himsel, qui l'a accompagné jusqu'au bout dans ce calvaire, parce qu'il faut appeler ça comme ça. Alors, est-ce que éventuellement la proximité de ce jeune homme aurait pu provoquer quelque chose? C'est une possibilité, mais bon, on n'en est qu'à des conjectures, évidemment, parce que les symptômes ont commencé bien avant. Ils ont commencé, effectivement, elle avait 14 ans, donc elle ne connaissait pas, et ça datait encore loin, avant qu'elle connaisse Peter Himsel. Donc, pourquoi pas, mais ça n'explique rien, encore une fois, de créer un lien entre les deux. Dis-moi, Régis, à un moment donné, à partir du moment où on va diagnostiquer chez Anneliese Michel une possibilité d'épilepsie, parce qu'il faut le savoir, elle a passé à plusieurs reprises des électroencéphalogrammes qui n'ont jamais révélé de manière définitive la présence de cette épilepsie, mais on lui a prescrit à plusieurs reprises toutes sortes de médicaments. Je l'ai mentionné, c'est des anticonvulsivants. Est-ce qu'il est possible que certains de ces médicaments aient agi, parce que on a pu voir une liste de 6 ou 7 médicaments qui lui ont été prescrits durant cette période-là. Je parle à partir de 1969 jusqu'à 1976. Est-ce qu'il est possible que ces médicaments, que ce cocktail médical aurait pu finalement être plus négatif pour son état de santé que finalement salvateur? Bon, plus négatif, c'est possible, mais encore une fois, les traitements, et je rajouterai un petit mot après, mais les traitements pharmacologiques ont été commencés pas mal après l'arrivée des premiers symptômes. Donc on peut pas leur mettre sur le dos l'initiation du problème. Peut-être ils ont aggravé ça, c'est possible.
En ce qui concerne les antiépileptiques, il y a eu, c'est non seulement une affaire évidemment dramatique, la mort de quelqu'un, c'est une affaire théologique, c'est une affaire judiciaire, mais c'est aussi une affaire où certains essayent de cacher des choses. Et ceci est vrai des deux côtés. Il y a des lettres de médecins qui n'ont jamais été retrouvées dans les dossiers, alors qu'elles ont été mentionnées en cours. Et ça concernait la prescription de certains médicaments, par exemple. On a aussi caché des choses de l'autre côté. Tu mentionnais l'évêque Joseph Stangl, qui a autorisé l'exorcisme. Eh bien, dans le New York Times, il a ouvertement écrit qu'il n'avait jamais été mis au courant de cette affaire. Il l'a écrit telle quelle. Or, il était au courant, c'est lui qui a signé la lettre. Les journalistes lui ont montré une copie de la lettre. Et d'ailleurs, il est mort d'un ACV peu après. Donc, tu vois, c'est une affaire à multiples facettes, parce qu'il y a aussi des choses que, de part et d'autre, on n'a pas voulu qu'ils soient connus. Des erreurs, peut-être, de cheminement. Est-ce que l'on connaît, dans la pratique médicale, sans faire intervenir ici le diable ou le phénomène de la possession, est-ce qu'on a déjà observé des phénomènes cliniques assez semblables à ce qui est observé chez Anneliese Michel? On parle évidemment d'un ensemble de symptômes, donc des syndromes qui sont proches de ce que disait Anneliese Michel, mais dans un contexte qui n'est pas celui de la possession diabolique. Bon, il y a des tableaux qui peuvent effectivement ressembler à cela, essentiellement chez l'adulte. J'avais discuté avec un professeur de pédopsychiatrie au sujet justement de la possession diabolique quand j'étais encore en France. Et il m'avait dit que chez l'enfant, lui, n'en avait jamais entendu parler, mais que les psychiatres de l'adulte voyaient de temps en temps ce genre de manifestation. Mais là, si on part du principe que le problème ne vient pas de l'extérieur, on ne va pas affirmer l'existence du démon aujourd'hui, bien entendu, mais plutôt vient d'une croyance qui naît dans la personne elle-même. Il faut comprendre que selon la personne à laquelle l'individu va s'identifier, la symptomatique va être complètement différente. C'est-à-dire, pour prendre un exemple caricatural, si un psychotique se prend pour Napoléon, ben il va se promener en mettant la main dans son gilet, puis ça lui fera pas grand mal. Alors que dans ce genre de situation, la croyance de la personne étiquette une présence maléfique, et là, évidemment, le comportement va être directement en lien avec ce que la personne a comme connaissance de ce personnage, connaissance par le catéchisme, par des lectures particulières et l'environnement familial. Christian, tu sauras me dire si c'est une légende urbaine, mais dans certains cas d'exorcisme, semblerait que la personne pouvait parler une toute autre langue qu'elle ne connaissait pas. Est-ce qu'à ta mémoire, c'est réellement arrivé, ça? Bon, il faut s'entendre que quand on parle de la possession diabolique, évidemment, l'Église recommande un certain nombre de symptômes. Elle dit, bon, ben voilà, le sujet doit présenter tel ou tel symptôme avant de conclure en une possession diabolique. Et parmi ces symptômes, il y a celui de parler une langue qui n'est pas connue par le possédé. Le possédé doit également être en mesure de pouvoir donner des informations qui ne sont connues que de quelques personnes à l'intérieur du cercle près de lui, donc des informations un peu comme s'il avait un don de voyance ou de clairvoyance. Il doit être capable de faire preuve également d'une force au-delà de ses capacités physiques. On comprend que c'est très subjectif de mentionner ça. Pour ce qui est de l'histoire de la langue, évidemment, il y a un mécanisme qui est connu en psychologie, puis le docteur Rollery pourra commenter, qui est le phénomène de pouvoir enregistrer une information qui va ressortir plus tard, qu'on appelle la cryptomnésie. Donc, est-ce que quelqu'un aurait pu entendre, je donne un exemple patent comme ça, est-ce que quelqu'un, par exemple, qui ne parle pas l'italien, pourrait, dans un contexte de maladie de ce genre-là, d'une espèce de psychose, se mettre à parler en italien, mais non pas parce qu'il est possédé par un démon, mais parce que dans son enfance, il y avait des voisins, par exemple, qui parlaient en italien et il aurait mémorisé de manière inconsciente un certain nombre de mots. Ce phénomène s'appelle la cryptomnésie. Est-ce que dans certains cas de possession diabolique, le possédé aurait pu faire preuve, en fait, de ce qui semblait être de parler une voix étrangère, alors qu'en fait, ce n'était qu'un mécanisme de cryptomnésie? Ce qui est intéressant dans le cas d'Anneliese Michel, et j'aimerais entendre le docteur Rollery là-dessus, la spécialiste de ce cas-là est une femme qui s'appelle Felicita Goodman, qui s'est beaucoup intéressée à l'affaire Anneliese Michel, qui a eu accès notamment aux bandes audio, et en faisant écouter les bandes audio
l'audio à des spécialistes. Ce que eux ont démontré, c'est que l'enveloppe vocale semblait différente de la voix d'Annelise, parce qu'il faut savoir, Annelise est pas possédée 24 heures sur 24. Il y a des moments où elle redevient elle-même, hein, des périodes où les diables ne se manifestent pas. Donc, quand elle est elle-même, elle parle d'une petite voix et bon, elle raconte un peu ses tourments. Et puis, à d'autres moments, c'est la voix d'Annelise, la possédée, qu'on a entendue sur les bandes audio. Lorsque Félicita Goodman a fait entendre ça à des experts, ils ont dit c'est assez étonnant parce que l'enveloppe vocale ne semble pas correspondre à la voix d'Annelise. Autrement dit, si moi, Christian Page, j'essayais de changer ma voix en parlant d'une voix gutturale, comme ça, comme ça, des spécialistes pourraient dire, ben, on dirait la voix de Christian Page qu'on a essayé de masquer d'une autre façon. En changeant Magdec Vachon. Voilà. Alors que les analyses qui ont été faites sur la voix d'Annelise Michel ne semblent pas correspondre à ça. On n'a pas l'impression que c'est sa voix qu'on aurait essayé de maquiller ou qu'elle aurait essayé de maquiller. Et plus étrange encore, dans certains enregistrements, on a l'impression d'entendre Annelise Michel qui parle et derrière sa voix, une espèce de grognement, de grondement qui pourrait être la voix du diable ou même parfois comme des échos de voix qui étaient un doublé de sa propre voix. Et ça, c'est très mystérieux et certains on dit voilà des éléments qui pourraient peut-être s'expliquer uniquement par la possession diabolique, alors que dans les faits, il peut y avoir des aspects cliniques là-dedans qui s'expliquent autrement que par l'intervention du diable. Vous en pensez quoi, Dr. Ollery? Alors, effectivement, quand on entend la bande que vous avez passée, on fera pas de diagnostic, mais c'est clair qu'il se passe quelque chose. Là. Parce qu'effectivement, c'est pas la voix de la jeune Annelise que l'on entend aussi et qui a une voix tout à fait normale pour une adolescente ou adulte jeune. Certains ont évoqué une possibilité, mais une possibilité qui n'est pas démontrée à ce jour. Vous savez qu'on a ce qu'on appelait les cordes vocales dans le langage courant. On a 4 cordes vocales et on en utilise 2, celles qui sont les plus basses, les inférieures. Celles du dessus, les supérieures, on les utilise pas, pour faire simple. Et selon certains, il serait possible, en utilisant aussi les supérieurs, d'obtenir en fait des tonalités vocales complètement différentes. Ça, j'insiste, c'est une hypothèse. Ça n'a pas été démontré, à ma connaissance. Il n'y a pas d'expérimentation qui démontre ça. Quand on voit que sa voix est différente, il y a une chose très intéressante, et je crois, je pense, Christian, que je n'en avais jamais parlé encore. Elle parle évidemment allemand, même quand c'est le démon qui parle. Hein, on entend qu'elle parle un allemand assez difficile à comprendre, mais on réussit quand même, moi je parle allemand par chance, on réussit quand même à comprendre ce qu'elle dit presque toujours. Et elle dit à un moment, je traduis en français, elle dit, je cite, « Non, je ne vous dis pas cela ». Et la phrase d'après, elle dit « Non, vous ne pouvez rien faire ». Alors en français, on ne peut pas distinguer le « vous » de la première phrase du « vous » de la deuxième. Mais il se trouve qu'en allemand, on peut. Le « vous », le premier, c'est la formule de politesse. C'est-à-dire que dans sa première phrase, en disant « Non, je ne vous dis pas cela », elle vous voyait quelqu'un à qui elle s'adresse, mais une personne. Et une personne qu'elle respecte car elle le vous voit. Quand juste après elle dit non, vous ne pouvez rien faire, c'est cette fois s'adresser à plusieurs personnes, probablement les exorcistes. Donc cette distinction de voix pourrait également être corrélée au fait que, entre guillemets, dans son esprit, on s'entend, ou dans sa vision, dans son champ visuel peut-être, il y avait quelqu'un de plus à qui elle s'adressait et à qui elle faisait preuve de respect. Mais est-ce que lorsque l'on écoute les enregistrements, cette idée de cette double voix, c'est quand même quelque chose que des gens, par exemple, je sais qu'il y a des chanteurs dans l'art lyrique, par exemple, qui sont capables d'utiliser ces fausses cordes vocales, comme on les appelle parfois, et qui vont chanter en polytonie. Est-ce que c'est pas le même mécanisme qu'on retrouve chez Annelise? C'est une possibilité, sauf que, à ma connaissance, ça nécessite de la pratique, ça. Et surtout, ça nécessite une volonté, sous-entendu, d'avoir une conscience tout à fait normale quand on décide de le faire. Alors, ça ne nie rien, ça ne prouve rien. On a là une possibilité d'explication, encore une fois, et c'est dans son cas, c'est souvent ce qui se produit, une possibilité, oui, peut-être, mais c'est pas une démonstration de la réalité de son phénomène au sens strictement physiologique. Et quand on parle
quand on parle de Annelise Michel, évidemment, vous avez mentionné qu'on est en présence ici, on pourrait dire un syndrome de possession. Mais à ce moment-là, quelle aurait été la meilleure approche par rapport à un cas comme celui-là? Ah, on n'est pas là pour le dire, malheureusement. Il est fort probable que au début des manifestations, quand elle a commencé à rencontrer un médecin, un neurologue, le docteur Siegfried Lüthi à Würzburg, il est probable que les médecins, ou au moins certains, n'ont pas pris assez au sérieux la situation de la jeune fille. Et ça, il faut comprendre que c'est un peu une mentalité où les Bavarois sont un peu considérés par certains Allemands de notre land comme un peu des paysans, je dis ça gentiment, là. Et donc, là voilà, qu'il y a des manifestations et on n'approfondit pas trop. Par exemple, on sait que Packhauser a diagnostiqué une maladie interne, cardiaque, mais on n'a jamais su quoi. Donc, je pense que ça a été pris un peu à la légère, l'aspect médical. Maintenant, D'ailleurs, je voulais me faire ici un petit aparté, Régis. Tu as mentionné le docteur Lüthi. Durant le procès, d'ailleurs, il a été question que Annelise lui avait parlé qu'en dehors de ses troubles physiques, elle avait également ses apparitions de démons qu'elle observait. Et la réaction du docteur Lüthi a été complètement d'ignorer ses visions, considérant que c'était une espèce de fantasme. Oui, il semblerait que le docteur Siegfried Lüthi ait dit à la mère d'Annelise, allez donc voir les jésuites. Vous voyez, c'est ce qu'elle a fait. C'est pour ça que, les médecins n'ont pas fait probablement tout ce qu'ils auraient pu faire. Ceci étant, les prêtres non plus. Parce que voyant l'état de décrépitude physique dans lequel elle était, il fallait l'hospitaliser de force, évidemment. Donc, il y a encore une fois des erreurs de chaque côté, des choses cachées de chaque côté, et tout ça qui aboutit malheureusement à un décès dramatique. Donc, si je comprends bien, Régis, c'est une histoire qui malheureusement s'est terminée par un drame, mais pour lequel on reste encore aujourd'hui dans l'interrogation par rapport à ce qui aurait dû être fait, ce qui a été fait, et quelles étaient les véritables conditions physiques et psychologiques d'Annelise. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que c'était de la psychiatrie, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Encore une fois, on ne va pas discuter de la réalité de ces phénomènes. Il y avait un problème psychiatrique évident qui a été traité un peu, de manière insuffisante par le versant médical. C'est pour ça que des hommes en blanc, la famille est passée aux hommes en noir. Sauf que les prêtres auraient dû également se rendre compte à un moment que ça ne relevait plus d'eux du tout, là. Oui. Écoute, Régis, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup pour ces éclaircissements. Même si finalement, on n'en connaît pas beaucoup plus sur l'affaire Annelise Michel, mais au moins ça nous éclaire sur les aspects cliniques de l'affaire. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous et bonsoir à tous. Merci. Au revoir, docteur Régis Ollery, qui est du département d'anatomie de l'UQTR. Christian, on fait une pause, on revient. Radio X Files. Radio X. 21h48, beaucoup de questions sont rentrées dues au dernier segment avec le docteur qui était avec nous, docteur Régis Ollery. Et Christian, il va falloir, tu n'auras pas le choix, il va falloir que tu répondes à des questions. Oui, j'en vois déjà une sur mon ordinateur. Quelqu'un me dit, si Annelise redevenait normale de temps à autre, pourquoi elle ne se nourrissait pas? Ouais. La réponse est, elle disait que les démons l'empêchaient de boire et de manger. Donc même dans son état normal, elle disait qu'il y avait cette emprise qui l'empêchait de se nourrir. Et de fait, elle vomissait tout ce qu'elle ingurgitait, autant les liquides que la nourriture solide. Écoute, je vais faire aussi un petit aparté. Dans le cas de Régis a mentionné qu'effectivement, dans le cas d'Annelise Michel, il n'y a pas eu réellement un suivi psychologique ou psychiatrique. À un moment donné, les prêtres auraient dû comprendre que l'affaire leur échappait entre les mains. Et ce qui est intéressant de mentionner là-dedans, c'est que depuis
l'histoire d'Annelise Michel, il y a eu une refonte du rituel de l'exorcisme. Le rituel de l'exorcisme dans l'Église catholique, il datait à ce moment-là de 1614. Donc 1614, tu comprendras qu'il avait besoin d'être remis à jour. Et à ce moment-là, l'exorcisme était décrit comme une espèce de combat entre les prêtres exorcistes et les entités qui possédaient le fidèle. Donc avec des commandes impérieuses, sors de ce corps, diable. C'est un peu ce qu'on voit dans le film L'Exorciste. Sous le règne de Jean-Paul II, on a reconsidéré l'exorcisme, on en a fait en fait une nouvelle mouture plus moderne et heureusement, dans cette nouvelle version de l'exorcisme, version 1987, il est clairement mentionné que lors d'un rituel de l'exorcisme, les prêtres doivent d'abord s'en remettre à l'élite médicale, psychologique, psychiatrique et bien sûr médecin traitant physiologique avant de procéder au rituel d'exorcisme, ce qui bien sûr n'a pas été fait dans le cas d'Annelise Michel, mais c'est vrai que les prêtres répondaient au rituel tel qu'il avait été écrit en 1614. Et pour ce qui est de la voix, il y a titillé beaucoup de monde avec le fameux polyphonique, c'est comme ça t'as appelé ça? Oui, la voix polyphonique. Écoute, c'est vraiment étonnant. Donc, il y a des gens, je l'ai mentionné, des gens dans l'art lyrique, par exemple, ou encore des gens qui s'adonnent à l'ésotérisme, qui font des mantras. Il y a des gens qui sont capables d'utiliser ces autres cordes vocales qu'on n'utilise pas et qu'on appelle souvent, en fait, ce sont des replis du larynx, qu'on appelle aussi fausses cordes vocales. Il y a des artistes qui sont capables de faire entendre ces voix-là. Et ça peut paraître étonnant. Écoute, j'ai préparé un petit truc qui dure 30 secondes. Écoutez ça, c'est une femme qui s'appelle Anna Maria Eiffel qui réussit à faire ça, qui est une artiste lyrique qui fait de la polyphonie. Écoutez, durant les 30 secondes qui vont suivre, ce que vous allez entendre, c'est la voix d'Anna Maria Eiffel et il n'y a pas de trucage là-dedans, c'est vraiment sa voix et elle fait entendre deux notes en même temps. C'est assez surprenant. Hello, I am Anna Maria and I'm an overtone singer and I'm going to tell you something about polyphonic singing today. Overtone singing is a voice technique where one person sings two notes at the same time. Thanks for watching. C'est incroyable. Mais rien c'est quand même n'indique, incroyable. Ouais, rien Donc, n'indique qu'Annelise Michel aurait pu faire ça elle-même. Là. Voilà. Et je pense que le docteur Rollery l'a bien mentionné. C'est vrai que pour réussir à faire un truc comme celui-là, ça demande de la pratique. Et jamais avant ces présences, ces épisodes de possession, entre guillemets, en dehors de ces épisodes de possession, jamais Annelise a démontré sa capacité à pouvoir faire de la polyphonie de cette manière-là. Et bien sûr, tout ça aurait demandé une certaine pratique pour réussir à faire une telle performance. Christian, ce soir, on avait une question pour gagner un livre de l'enquêteur du paranormal. Oui, au cinéma. Et quelle était la réponse? La réponse était 1976. Donc, les rituels de l'exorcisme dans le cas d'Annelise ont débuté en septembre 1975. Ils ont perduré jusqu'au 1er juillet 1976. Et au matin de ce 1er juillet 1976, les parents d'Annelise, en entrant dans sa chambre, l'ont retrouvée sur son lit. Elle était décédée. Écoute, il faut quand même, c'est quand même quelque chose de tout à fait dramatique parce que quand on regarde, il faut se rappeler qu'Annelise Michel, je vais mettre une photographie sur le site de Radio X. Les photographies nous montrent, il faut se rappeler qu'Annelise Michel avait 23 ans au moment de son décès. Ouais. Et c'était une jeune femme, une brunette toute pétillante, toute souriante. Et les photographies à son décès montrent une femme, on a l'impression, et je suis certain que les auditeurs qui sont avec nous ce soir constateront la même chose, quand on voit des photographies d'Annelise Michel au moment de son décès, on a l'impression de voir une vieille femme survivante de l'Holocauste. Je pense qu'on a tous en tête de ces images de ces millions de victimes de l'Holocauste durant la Deuxième Guerre mondiale. On a de ces images de ces gens qui n'ont plus que la peau et les os, qui sont décharnés. Annelise Michel était exactement... Quand on regarde une photo, il est difficile d'imaginer que ce qu'on a sous les yeux, c'est une jeune femme de 23 ans qui, quelques mois plus tôt, était, somme toute, rayonnante de santé. Mais malheureusement, à l'issue de ce rituel de l'exorcisme, ça s'est terminé par un drame épouvantable. Donc, à voir sur la page Facebook
Radio X-Files dans quelques minutes. La gagnante qui avait la bonne réponse, en fait, il y a eu plusieurs bonnes réponses, là. Elle se nomme Danielle Laloux. Donc, Daniel Laloux, tu te mérites un livre de l'enquêteur du paranormal. Christian, je te souhaite de passer une belle soirée et un beau week-end. On se rejase vendredi prochain pour la troisième émission de Radio X-Files. Merci. Absolument. Merci. Bye bye. Aux auditeurs, même chose. Passez un excellent week-end et on se revoit